Lundi 2 décembre 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Nous parlons également de l'actualité liée évidemment au FNDC, vous le savez, dont les membres qui étaient en prison depuis plus d'un mois ont été libérés récemment à la satisfaction bien sûr de leurs avocats mais aussi de leurs collègues du FNDC, malgré bien sûr que le procès va continuer. Quelle est donc la réaction au sein du FNDC, mais aussi des partis membres, les partis politiques membres de cette structure mixte qui s'oppose vigoureusement contre toute velléité de doter la Guinée d'une nouvelle constitution? Nous posons la question, évidemment, pour répondre à tout ça. Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, est là pour nous parler de ce sujet. Et déjà sur ce plateau, Dr Faya, bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de Gangan. Merci de la disponibilité. Et je rappelle également qu'avec Dr Faya Milimono, nous parlerons de la dernière marche du FNDC qui, à certains égards ou selon certains, a moins mobilisé que par le passé. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Ou si c'est faux, bien entendu, est-ce que cette fois-ci la mobilisation était plus que celle du passé? Et puis l'opposition plurielle qui se met dans une option d'union d'action contre la gouvernance Alpha Condé. Cela donc a été matérialisé par cette réunion qui s'est passée au QG de l'UFDG la semaine passée avec toutes les têtes pratiquement de l'opposition plurielle qui étaient réunies là. Quels sont les dessous de cette rencontre des partis politiques de l'opposition plurielle? Nous en parlerons. Et puis le processus d'enrôlement des électeurs avec des anomalies signalées ci et là, évidemment, le regard du bloc libéral, donc spécifiquement de Dr Faya sur cette question, nous allons l'aborder aussi dans cette première partie de Café Débat. Il faut rappeler que dans la deuxième partie de Café Débat, nous allons parler de ce scandale qu'on nous annonce du côté du ministère de la fonction publique, un réseau de marchandage des matricules pour la fonction publique. Comment tout ça se passe? Les dessous seront expliqués tout à l'heure par Ousmane Keita, il est journaliste ici à Gangan TV. Mais avant de parler de tous ces sujets, Dr Faya, vous venez fraîchement d'une réunion du FNDC ce matin. Et j'imagine que c'est la première réunion à laquelle prennent part vos amis qui viennent d'être libérés, Sano, Koununo, Eli Kamano et tous les autres. Quel est le menu qui était prévu pour cette réunion aujourd'hui? Oui, la réunion s'est très bien déroulée. Il y avait la presque totalité des leaders du FNDC qui étaient en prison, excepté Abdraman Sano. Les autres étaient tous là. Et donc, c'était la plénière pour parler de trois choses. On s'est donné des informations sur l'actualité, comment est-ce que notre combat est en train d'évoluer. Nous avons entendu à ce moment-là le récit de l'arrestation des militants du FNDC, des responsables du FNDC. Nous avons eu l'opportunité de savoir que il y a des gens qui sont des dangers dans cette république parce que il paraît que Kera, l'ex-ministre de la sécurité, avait voulu, n'est-ce pas, extorquer sous la torture, n'est-ce pas, des aveux aux personnes qui avaient été arrêtées. Et c'est parce que, il vous souviendra que le directeur de la police judiciaire avait été relevé de ses fonctions parce que celui-là exigeait effectivement que les membres du FNDC qui étaient arrêtés ne puissent pas être entendus sans la présence de leurs avocats, comme d'ailleurs les personnes arrêtées l'exigeaient. Alors pour Kera, qui pensait que nous étions encore au stade du Camboiro, où il fallait brancher les fils électriques à des gens pour extorquer, n'est-ce pas, des aveux, il fallait qu'on procède ainsi. Voyez-vous,
En fait, donc vous êtes en train de dire que ces détenus du FNDC ont été victimes de torture, là où ils étaient incarcérés. il y avait eu tentative. Sous l'ordre de Kéra. Il y avait eu tentative. C'est-à-dire que pour Kéra, il fallait qu'on les interroge sans leurs avocats et surtout les obliger, n'est-ce pas, à répondre aux questions qui leur étaient posées. Ce qui montrait clairement qu'il était question de les torturer pour avoir les aveux. Alors, c'est lorsque, n'est-ce pas, les détenus ont dit ils ne répondront à aucune question sans la présence de leurs avocats, et version soutenue par l'ex-directeur de la police judiciaire, c'est ce qui a valu, n'est-ce pas, le limogeage de celui-là. Pour soi-disant faute lourde, c'est-à-dire que faute lourde en République de Guinée parce qu'on empêche les tortures. D'accord. Voilà. Et donc, après ce récit, il s'est agi de quoi lors de cette réunion? Il s'est agi ensuite de la marche funèbre qui est prévue pour le 6. Nous avons encore beaucoup de nos compatriotes qui ont été fauchés à la fleur de l'âge. Les diagnostics seraient terminés selon le procureur et donc on pourrait disposer des corps et procéder à leur inhumation. Ça aura lieu le vendredi. Et donc, c'est ce qui a été retenu par la plénière du FNDC. La plénière du FNDC. Et cet enterrement va se passer comment? Est-ce que vous allez, comme la dernière fois, définir un itinéraire, aller prendre les corps à Ignace-Dine, marcher jusqu'à... Je crois qu'un des communiqués que le gouvernement aurait déjà donné, c'est que les corps, bien sûr, sont à Ignace-Dine, mais ils seront récupérés à Sino-Guinéen. En fait, on a honte de ce qu'on a fait. Donc, comme la dernière fois, le gouvernement viendra mettre les corps à l'hôpital Sino-Guinéen. À l'hôpital Sino-Guinéen, je crois que ce qu'il faut qu'on évite, c'est de tuer des innocents. Il ne faut pas avoir peur de l'image des gens qu'on a soi-même assassinés. Bien. Comprenez? Parce que il apparaît clairement qu'aujourd'hui, on est en train même de refuser, depuis les 13 premiers corps qui ont été enterrés dans une cacophonie, on est encore à se demander où se trouvent des rapports d'autopsie. Bien. Ce sont les parents des victimes qui ont demandé l'autopsie. Le gouvernement n'en voulait pas. Maintenant que c'est fait, on ne veut même plus donner les rapports d'autopsie parce que, naturellement, la vérité, elle est difficile. Et donc, au-delà de cette marche funèbre qui pourrait avoir lieu le samedi, le vendredi 7, la marche était prévue aussi pour, je crois, demain. Il se trouve que c'est la journée internationale des personnes handicapées, donc pour cela, vous avez reporté. Maintenant, à quelle date? Ou est-ce que rien n'est prévu? Nous avons reporté effectivement à la date du 10, et ça sera à Conakry et sur l'étendue du territoire national. Le 10 décembre. Voilà, le 10 décembre, parce que, comme vous l'avez dit, il y a la fête internationale pour les handicapés. Nous avons parmi nous beaucoup. Et parmi les handicapés aujourd'hui en Guinée, il y en a qui ont eu ces handicaps durant les manifestations de l'opposition. Il fallait donc honorer cette journée-là et permettre, n'est-ce pas, à tous nos compatriotes qui vivent avec des handicaps de célébrer cette journée. Voilà. Donc, en clair, c'est ce qu'on peut retenir de cette réunion, de cette plénière du FNDC qui s'est tenue aujourd'hui même à 10 h, donc au siège du FNDC, avec la présence des anciens prisonniers. Il l'a dit, sauf Sano qui n'était pas là. Pour quelle raison il n'était pas à cette réunion? Non, je crois qu'il devait se rendre visite à un membre de sa famille. Donc cela ne nous a pas été expliqué, mais en fait tous les autres étaient autour de la table. Voilà. Et puis je parlais de la dernière marche à laquelle vous avez également pris part, où on vous voyait en casquette rouge, chemise rouge bien entendu, à la couleur véritable du FNDC. Tout à fait. Alors cette marche, certains pensent qu'elle a été caractérisée par la densité moins que celle des premières fois, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de personnes mobilisées cette fois
que toutes les premières fois que vous avez marché pacifiquement sur l'autoroute Bambeto, ainsi de suite. Il faut rappeler que même nos confrères de RFI ont relayé cet aspect-là. Ce qui a fait le chou gras aussi des gens de la Côte des Nord, donc de la mouvance. Est-ce que vous avez fait le même constat, qu'il y a eu moins de mobilisation la fois dernière? Il y avait autant de mobilisation. Encore une fois, il faut que les gens sortent de la manipulation de l'information, parce que ce jour-là, on ne s'est pas, c'est pas passé inaperçu, hein, le passage dans les airs d'un hélicoptère qui faisait des photos, et donc il fallait faire des photos là où il n'y avait pas encore beaucoup de concentration et mettre ces photos de périphérie côte à côte pour dire que la manifestation n'a pas eu lieu. Qu'on sorte de ça. Ce qu'on doit dire à ceux qui veulent toucher à notre constitution, c'est que ce soit 2 personnes, 10 personnes, 1 million de personnes qui sortent, nous ne reculerons devant rien. Il n'y aura pas un 3e mandat pour qui que ce soit en République de Guinée. Le dernier président à avoir un 3e mandat, ce sera le général Lansana Conté. Il n'y aura plus jamais de 3e mandat, parce que nous ne voulons pas que ce pays aille en faillite. Bien. Si une modification constitutionnelle doit être faite, elle sera faite par le prochain président. Le président Alpha Condé on est en train de rentrer dans la dernière année, n'est-ce pas, de sa mandature. Eh bien, ça suffit. Nous avons besoin de reprendre le pays et le remettre sur les rails. Donc vous pensez que la manif de la dernière fois était aussi dense que celle des premières fois? Aussi dense, j'étais là, j'ai marché depuis, et puis j'ai même marché à pied sur près de 6 km. Oui, mais ceux-là qui ont dit ça, par exemple, sur RFI, étaient sur le terrain aussi. Non, mais attendez. Qui ont constaté qu'il y avait moins de personnes. Les gens, pourquoi ils mettent le focus sur ça? Parce que désormais, c'est une guerre de mobilisation, en fait, que vous faites avec la mouvance dans cette affaire. Je crois qu'il n'y a pas de guerre de mobilisation, parce qu'on veut effectivement que ça soit une guerre de mobilisation pour qu'on dise qu'en Guinée, il y a 2 camps. Il y a un camp de ceux-là qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Il y a le camp de ceux qui, nous disons et nous plaçons le combat dans son contexte. Bien. Il s'agit de ceux qui sont en train... Donc le nombre de personnes mobilisées importe peu. Il s'agit de ceux qui sont en train, dans la légalité constitutionnelle, de se battre pour protéger notre constitution et la République, et des gens qui veulent nous amener à du n'importe quoi. Parce qu'il faut dire aux gens, il n'y aura pas de référendum pour dire les uns sont à Moulanfé et d'autres c'est à Lamané. Eh bien, parce que simplement, nous ne tolérerons pas que quelqu'un nous dise demain que, par exemple, une région se sépare de la Guinée. Nous sommes une république unitaire, c'est une des intangibilités, et que une région, par exemple, dise on va se séparer de la Guinée. Eh bien, il faut accepter de débattre avec les membres de cette région. Bien. L'union, quand on rentre, on peut choisir de rentrer, mais on ne sort pas n'importe comment. Voilà. Donc, nous sommes une république unitaire. Nous ne tolérerons pas que quelqu'un dise qu'il veut se séparer de la Guinée, comme nous ne tolérerons pas que quelqu'un nous dise qu'il faut changer le nombre de mandats, qu'il faut changer, n'est-ce pas, la durée de mandat. C'est une autre intangibilité. Alors, donc, nous n'allons pas permettre n'importe quel débat, même quand ça se situe dans un cadre inconstitutionnel. Restons dans cette, comment on va dire, dans ce tableau de mobilisation. Vous vous rappelez que Alpha Condé, dans ce cadre-là, a été reçu à Zérékouré en toute pompe. Il y a tenu un discours, on lui donne, on lui prête l'expression du genre, ce n'est pas une affaire de 3e mandat, mais je n'ai pas l'intention de laisser le pays entre les mains des bandits qui ont la nostalgie de tout ce qu'ils ont fait la dernière fois, comme les mots, les tares qui ont mis le pays dans la situation actuelle, détournement, népotisme, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous dites de cela? Et secondo, à Kankan, là, il disait aux gens de Kankan, voilà, certains de nos fils, des nôtres sont passés dans le camp de l'ennemi, donc tout en perdant leur dignité. Donc, s'ils veulent revenir ici, demandez-leur d'aller retrouver d'abord leur dignité et de quitter l'ennemi avant de se faire recevoir ici. Qu'est-ce que vous dites de ces deux expressions du chef de l'État? Ce sont des expressions qu'on n'aurait pas dû entendre de la bouche d'un président de la République. Parce qu'on parle d'une république. Il n'y a pas d'ennemi. Nous sommes opposés sur une question.
Nous ne voulons pas qu'on touche à notre constitution. Cela ne veut pas dire que les uns sont devenus des ennemis des autres. Et le mot bandit, je ne crois pas aussi que ce soit approprié qu'on utilise le mot bandit pour désigner, n'est-ce pas, certains de ses compatriotes. On a entendu cela par le passé de la part du président. À chaque fois, en fait, qu'il fait un commentaire, il y a souvent des choses que nous déplorons. Voilà ce que je peux dire par rapport aux supposées mobilisations de grandes foules. Comme ce qui s'est passé à l'occasion du retour du président de la Russie. Il y a eu en Zéro-Corée, le jour de son arrivée, l'interdiction de sortir de Zéro-Corée pour aucun marché hebdomadaire. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, il était donné l'information à tous les élèves d'aller dire à leurs parents que celui qui ne viendrait pas à la manifestation du président, son enfant serait purement et simplement chassé de l'école. Et tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école et qui donc sont allés ce jour à l'école, étaient obligés de venir recevoir le président. Sans compter les camps militaires qui ont été vidés. On leur a dit pour la circonstance de porter les tenues civiles, pour qu'on donne l'impression que c'était des gens qui sont venus pour recevoir le président. Les enseignants ont été obligés d'être là, tous les fonctionnaires ont été obligés d'être là. Donc si on enlève tous ceux qui étaient obligés d'être là, qui étaient là contre leur gré, bien. Eh bien, il ne reste pas grand-chose, pas 10% de ce qu'on a vu. Mais à Kankan Sigiri, on n'a pas besoin de ça. Écoutez, c'est son fief traditionnel, ça. Kankan, Sigiri, Kouroussa. Nous avons des militants. C'est naturel. Nous avons des militants à Sigiri, à Kankan, à Mandiana, à Kirwani, à Kouroussa. Eh bien, on nous a envoyé tellement d'images de bus au Mapana qui allaient faire le plein de gens à Sigiri, à Mandiana, sur les mauvaises routes. Certains même ont été abandonnés après que la réception se soit terminée. Et puis, c'est la même chose. Non. En fait, tout le problème, il faut s'arrêter une minute pour dire, quand on a été président, élu 2 fois, et que durant la dernière année de son second mandat, on a besoin de prouver qu'on est populaire, c'est qu'on n'a jamais été populaire. Bien. Donc, on va évoluer là-dessus. Vous pensez que les discours de Zéro-Corée Kankan sont déplacés? Non, ce ne sont pas des discours que nous voulons entendre, parce que ce n'est pas au président de la République de nous dire. Parce que ce que ça donne, en fait, pour le fait de dire « je ne veux pas laisser le pays dans les mains des bandits ». C'est comme si la Guinée était devenue une propriété privée du président. Alassane Ouattara vient de reprendre les mêmes discours récemment. On a écouté Alassane Ouattara avant-hier dire « je ne veux pas que ceux qui ont géré ce pays par le passé avec ce qu'on a connu reviennent au pouvoir ». Il dit exactement la même chose qu'Alpha Condé. Nous disons à M. Ouattara ainsi qu'à M. Alpha Condé que le peuple de Guinée qui est souverain, le peuple ivoirien qui est souverain et responsable doit avoir l'opportunité de désigner celui qui sera son prochain président. Ce n'est pas au président, parce que c'est comme si ça nous donnait l'impression que nous avons affaire désormais à des monarchies absolues. Les républiques devenues des propriétés privées de leur président qui se préoccupent de savoir qui va être. Ce n'est pas, n'est-ce pas, c'est pas un héritage. C'est une démocratie, et la démocratie, c'est la gouvernance, n'est-ce pas, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, dire « je ne veux pas que l'on laisse le pays dans les mains de bandits », eh bien, c'est comme si on était devenu une propriété privée du président Alpha Condé qui peut en disposer comme il veut. Il doit faire confiance au peuple de Guinée et il doit terminer ces 2 mandats que le peuple lui a confiés et partir, et à ce peuple de choisir celui qui sera son prochain président et celui qui sera, n'est-ce pas, son prochain député. Alors, les membres du FNDC libérés, mais le procès continue. En tout cas, ça a été une joie pour vous tous du FNDC. D'ailleurs, c'était la demande de ces récentes manifestations de rue. Maintenant que c'est fait, quelle est votre réaction à cette libération? Quel effet cela va encore faire sur
votre engagement de toujours continuer? Ce qui est clair, c'est qu'on avait pensé qu'en arrêtant les Abdourahmane Sano, Sékou Kounduno, M. Eli Kamano, Dr Ibrahim Keïta, etc., on avait coupé ainsi la tête du FNDC et donc le reste serait la corde. Ce qu'ils ont fini par comprendre, c'est que le FNDC, ce n'est plus un problème d'un coordinateur, d'un adjoint à la coordination, c'est un esprit. Et cet esprit-là, qui s'est emparé des masses de notre pays, va résister à toute arrestation. Même si aujourd'hui, comme on l'a fait, le kidnapping qui a été fait des Abdourahmane Sano et autres à la veille des marches du 14, des manifestations du 14 et 15, même si on arrêtait tous les leaders politiques du FNDC, tous les leaders sociaux du FNDC, tous les leaders syndicalistes du FNDC, le FNDC va continuer jusqu'à l'aboutissement de ce combat. Donc, nous serons le jeudi. On dit qu'il y a eu des négociations qui ont été menées. Est-ce que c'est vrai avec le gouvernement? Le gouvernement a tenté de négocier d'abord avec les détenus. Nous avons eu cette information quand le samedi d'ailleurs, vous avez vu sur les réseaux sociaux, moi-même, il y avait aussi le président de l'UFDG, le président de l'UFR, tous membres du comité de pilotage du FNDC. Nous avions été faire, disons, saluer, rendre visite de courtoisie à nos compatriotes qui étaient en prison et leur dire la bienvenue parmi nous et aussi leur faire le point de la situation. À cette occasion-là, on nous a narré toutes les démarches qui ont été faites par le pouvoir qui voulaient que les détenus comparaissent à la cour d'appel sans leurs avocats parce que la cour était boycottée par le barreau de Guinée. Et ils avaient voulu, n'est-ce pas, négocier avec les détenus en leur disant il faut d'abord que vous retiriez, n'est-ce pas, la plainte formulée, parce qu'en Guinée, en fait, la Guinée est aujourd'hui en train de devenir une république n'importe quoi. Combien de fois le gouvernement guinéen, l'État guinéen, a été condamné par la Cour de justice, la CEDEAO, pour manquement à ses propres lois. Pour manquement à ses propres lois. Donc, maintenant, puisque ça commence à devenir de trop, ils ont voulu négocier avec les détenus pour que ceux-là retirent leur plainte. Ils ont dit niet. Et d'ailleurs, quand ils ont commencé à tenter de venir pour ces négociations, les détenus ont dit simplement qu'ils ne veulent recevoir personne du côté de la mouvance, personne de ceux qui viendraient. On a vu le groupe de contact, par exemple, qui a été refoulé par les... Donc il faut que chacun se lève pour qu'il y ait la justice dans notre pays. Il faut que nous sortions complètement de la démagogie. Donc c'est la justice qui va nous donner la paix. Donc les Sano, les Kounduno, les Eli Kamano, les Bill Dessam, les... comment il s'appelle, celui de l'UFR, également Koné et Badra, Ibrahim Diallo, et tous retrouvent leur place désormais dans la FNDC, et c'est sûr qu'ils seront à vos côtés, non seulement pour la marche funèbre, mais aussi pour la marche du 10 décembre. Alors on va passer rapidement à deux autres sujets. L'opposition plurielle qui s'inscrit dans une union d'action. Vous avez fait cette réunion la dernière fois au QG de l'UFDG. On sait qu'avant même que le FNDC ne commence son combat, il y avait une sorte de situation pourrie dans l'opposition plurielle. Chacun était dans son camp. Et le FNDC a été une opportunité pour que vous vous retrouviez. Est-ce que c'est pour consolider finalement ces retrouvailles-là que vous vous êtes retrouvés la dernière fois, rapidement? Non, la situation n'était pas pourrie, encore une fois. Si nous sommes obligés, le BL... l'UFR, l'UFDG ne sont pas mariés les uns aux autres. Bien sûr. Ce sont des adversaires politiques qui sont à la conquête de l'électorat pour diriger ce pays. Pourquoi nous sommes obligés de nous mettre ensemble? C'est parce que même pour appliquer l'article 1 de la Constitution, il faut qu'on marche. Même pour déterminer qui a le droit de voter en Guinée, il faut qu'on marche. Tout. C'est-à-dire que les lois sont considérées comme un encombrement. Regardez un peu l'arrogance avec laquelle certains députés, qui pourtant ont voté ces lois, disent qu'on n'appliquera pas la loi. Nous sommes dans un processus électoral depuis bientôt 2 ans.
c'est-à-dire que les élections ont eu lieu, c'était le 4 février 2008. Nous allons rentrer en 2020. Jusqu'à présent, les chefs de quartier ne sont pas installés, les présidents de district ne sont pas installés. Donc, si nous sommes obligés d'être ensemble pour avoir une force, pour dire vous devez respecter la loi, eh bien, nous sommes tenus de le faire et je crois que dans ce sens-là, le Bloc libéral avait fait beaucoup de démarches. Vous vous rappelez, c'était d'ailleurs au cours de l'Assemblée du samedi, on a fait revivre l'émission Café Débat que j'avais faite ici, quand vous m'avez reçu et puis nous avions parlé de l'unité de l'opposition, des démarches à l'époque que le Bloc libéral était en train de faire, en allant de guichet à guichet pour pouvoir mettre tout le monde ensemble et ne pas s'accrocher à un nom, opposition républicaine. Eh bien aujourd'hui, nous nous sommes réunis sous le label de opposition plurielle. Je crois que... Cette union de l'opposition plurielle, est-ce que c'est une union de façade c'est pas une union. Pas durer. Non, ce n'est pas une union. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pas une union en dehors du FNDC? Je crois que l'union que nous avons réussi à construire à travers le FNDC est l'union qui va se construire à travers, n'est-ce pas, les partis politiques également. Bien. Parce que le danger est devant nous. Qu'est-ce que vous visez maintenant? Parce que là, vous êtes en dehors du champ du FNDC qui est de lutter contre la Constitution. Non, attention, politiquement, qu'est-ce que vous visez? On n'est pas en dehors du champ de l'UFDC. En vous retrouvant du FNDC. Oui, quand on se retrouve pour parler de ce qui est spécifiquement politique, c'est tout à fait normal parce qu'au sein du FNDC, il y a des syndicalistes et il y a des acteurs sociaux qui ne cherchent pas un mandat électif. Chose politique élective. Ils cherchent bien sûr des mandats, mais pas le genre que nous voulons. Absolument. Alors, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le FNDC ne regarde pas ce qui est en train de se faire sur le plan politique, n'est-ce pas, sans réagir. Parce qu'aujourd'hui, on a essayé de nous vendre l'idée qu'il faut un référendum en Guinée. Comme si le chômage endémique était la solution, c'est-à-dire la solution au chômage endémique c'était ce référendum, comme si le manque de routes c'était sa solution, comme si le manque de l'impunité, la malgouvernance c'était la solution, comme si l'école qui est abandonnée, le système de santé qui est abandonné, comme si tout cela, la solution était un changement constitutionnel, un référendum. Alors qu'est-ce qu'on veut enfin? On veut, en tripatouillant davantage le fichier électoral, aller vers, n'est-ce pas, aller vers comment on appelle ça, l'option parlementaire, parce que la modification constitutionnelle peut bien se faire à l'Assemblée nationale si on a la majorité qualifiée. Donc cette union va essayer de bloquer tout ça? Nous allons bloquer tout ça et nous disons à ceux qui sont en train de détruire les fonds publics que vous serez un jour questionnés par rapport à cela devant une juridiction parce que rien de ce que vous êtes en train de concocter va marcher parce que le peuple de Guinée est vigilant. Le peuple de Guinée a été une fois victime de ça. Nous avons vu mourir en Guinée dans les années 2000, à commencer de 2001 jusqu'en 2010. C'est au moins 600 jeunes qui ont été tués en Guinée et aucune justice n'a été faite. Nous ne revisiterons pas cette page de l'histoire et donc tout ce qu'on est en train de concocter dans ce sens, c'est oui à l'échec. On verra bien si cette union d'action de l'opposition plurielle durera longtemps, si elle survivra à certaines querelles d'ego entre des leaders au sein de cette opposition. Pour terminer, en quelques minutes, le processus d'enrôlement des électeurs est en cours. Première question, est-ce que vous-même vous vous êtes fait enrôler? Deuxièmement, qu'est-ce que vous dites de ce qui est signalé ici et là comme des anomalies, malgré que la CENI a quand même sorti un communiqué pour dire que les problèmes sont en train d'être résolus au fur et à mesure? Oui, je me suis fait enrôler, Dieu merci, parce que mon cas n'est pas celui de beaucoup de mes compatriotes. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore pu se recenser parce que soit la machine est tombée en panne, il faut envoyer ça à Farana si vous êtes à Kondiadou, il faut envoyer ça en Zéro Corée si vous êtes à Bounouma, dans Beila, il faut envoyer ça à Kankan si vous êtes à Tokounou, etc., ou si vous êtes à la frontière avec le Mali. Il faut envoyer à Kankan. Donc il y a beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas encore pu se recenser. Et la CENI est en train d'entretenir un flou par rapport à tout cela.
encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un sondage qui a révélé qu'il n'y a pas 20% de Guinéens qui écoutent la RTG. Au moins, on aurait dû donner des communiqués à vous, les médias privés aujourd'hui, pour inviter tous les Guinéens, parce que c'est de cela qu'il est question. L'audit a prouvé que le fichier est complètement corrompu. Et donc, la recommandation principale faite par les auditeurs, c'est de faire en sorte qu'il y ait un contrôle physique. Que ceux qui étaient déjà dans le fichier, ou ceux qui ne sont pas encore dans le fichier, ou ceux qui sont morts, etc., etc., il faudrait qu'il y ait un contrôle physique pour permettre de sortir ceux qui sont morts du fichier, pour permettre l'enrôlement de ceux qui ont eu 15 ans, 18 ans depuis 2015, et reconfirmer tous ceux qui étaient déjà dans le fichier s'ils sont encore vivants. Bien. Vous comprenez? Mais la CENI, à travers son président, est en train de garder un flou là-dessus. Et puis d'ailleurs, elle sort devant les médias pour dire tout se déroule bien. Tout se déroule bien. À l'intérieur du pays, il y a plus de la moitié des circonscriptions aujourd'hui où soit c'est la machine qui est gâtée, ou quelqu'un qui doit opérer la machine qui se dit être malade, ou alors qui ne sait pas opérer cette machine, etc., etc. Il y a tellement d'irrégularités. Mais ils disent qu'il y a des machines de rechange, en fait, qui ont été déployées. Il y a des experts qui sont venus pour prendre en charge des machines en panne. Nous sommes en contact avec les populations à la base. Il y a eu des machines qui sont tombées en panne dans Kondiadou, à la frontière avec Macenta. Ces machines-là ont été envoyées jusqu'à Farana pour être réparées. Bien. Sur des mauvaises routes que nous connaissons. Imaginez un peu que quelqu'un doit quitter Tokounou pour aller à Kankan sur une route que le professeur Alpha Condé a faite en 2011. Bien. Même Kiridi Bangoura avait dit que cette route avait déjà été inaugurée. Mais demandez aux populations de Tokounou aujourd'hui, s'ils prennent la route de Kankan, qu'est-ce qu'ils vivent? Ou s'ils prennent la route de Kissidougou, qu'est-ce qu'ils vivent? Donc vous pensez que ça va poser d'énormes soucis? Ce qui est en train de se faire, nous allons arriver, si ce n'est pas empêché, nous allons arriver à un fichier encore plus corrompu que celui que nous avons sous la main aujourd'hui. Bien. Là-dessus, est-ce que vous essayez tout de même aussi de remonter des informations auprès de la CENI pour ce que Les informations sont remontées parce que d'ailleurs à l'occasion de cette rencontre dont vous avez parlé, de l'opposition plurielle, il y a eu un mémo qui a retracé tout ça et que vous avez envoyé qui a vers la CENI. envoyé, mais aussi vers les bailleurs de fonds qui ont d'ailleurs financé l'audit du fichier et qui souhaiteraient, encore une fois, il faut que notamment on se comporte comme des personnes mûres. La Guinée est en train d'être trop banalisée, nous devenons trop informels, on ne dirait vraiment pas que nous avons une élite en Guinée qui donne une direction à ce pays. Tout ce qui se fait dans ce pays sort de l'ordinaire. On voit aujourd'hui des enfants à peine 9 ans qui sont en train d'être enrôlés. Quelqu'un, j'ai vu, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu un récépissé de quelqu'un de 2013, c'est-à-dire qui a le même âge que mon parti. Non, il paraît que c'est falsifié, la date 2013. Mais tout est possible, hein, docteur Faya. Est-ce que c'est authentifié? Donc c'est ça la question. Les vidéos qui de première vue, il ne faut pas les prendre tout de suite pour être content. Il faut vérifier. Les vidéos qui circulent, je crois que ça peut être authentifié. Maintenant, par rapport aux vidéos des mineurs, on va nous dire encore que c'est une vidéo de donner des informations. Oui, elle dit de donner des informations concernant ces cas, parce que c'est possible qu'on écrase justement ces cas de mineurs. On va terminer là-dessus, docteur, en 30 secondes, une fois encore. Les députés retournent à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en dites rapidement? C'est une calamité, parce que de toutes les façons, comme quelqu'un l'a dit, je crois le salaire leur manquait, les primes leur manquaient. Encore une fois, il faut que les Guinéens comprennent. Vous pensez qu'ils ne devaient pas retourner? Ils ne devaient pas retourner à l'Assemblée. Ils ne devaient pas retourner parce qu'ils n'ont plus le mandat des Guinéens que nous sommes. Ils ne nous représentent plus. Et c'est durant leur période de péremption qu'ils ont d'ailleurs voté la loi autorisant la gendarmerie à tirer à bout portant sur les Guinéens. Et nous connaissons déjà les conséquences. Parce que depuis que les manifestations du FNDC ont commencé, nous sommes à plus de 20 de nos compatriotes tués par balle. Donc, ces gens-là, ils doivent comprendre. Et c'est pourquoi je dis, peut-être que le président Alpha Condé, lui, parle de bandits, je ne parlerai pas de bandits, mais il faut une véritable rupture dans notre pays. Une véritable rupture. Parce que ceux, n'est-ce pas, qui sont membres de ce système, qui sont l'incarnation de ce système, ne sont pas seulement
de la mouvance. Ils ne sont pas seulement autour du professeur Alpha Condé. Ils sont aussi dans l'opposition. La preuve, ils sont encore retournés à la soupe, hein, même s'ils n'en ont plus le droit parce qu'ils ne nous représentent plus. Moi, je suis sous contrôle judiciaire à cause de ça, parce que je les ai appelés les députés périmés. Et pourtant, ils sont périmés, comme Magellan l'a dit. La terre, elle tourne pourtant. Bien. Il a été guillotiné. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me guillotiner, mais ils sont périmés. Et voilà. Pourtant, ils le sont. Donc, vos amis députés de l'opposition ne devaient pas du tout retourner à l'Assemblée. Merci, docteur, d'être venu. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. À tout de suite dans la deuxième partie pour justement lancer cette première partie de l'enquête faite par Ousmane Keita sur ce réseau de marchandage des matricules à la fonction publique, juste après quelques secondes de pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat rapidement pour parler de ce qu'on peut appeler réseau de marchandage des matricules à la fonction publique, ce qui veut dire que si vous voulez accéder à la fonction publique, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre un concours officiel pour justement passer le concours et accéder à la fonction publique. Il suffit de payer de l'argent pour qu'on vous colle un matricule et que vous êtes tout simplement à la fonction publique, à la place de ceux-là, bien sûr, qui passent les concours, qui obtiennent les moyens qu'il faut, malheureusement, qu'on dessaisit de ces matricules. Et donc, Ousmane Keita, bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, je rappelle qu'il est journaliste ici chez nous, et souvent sur le terrain pour des enquêtes. Alors, comment vous avez découvert ça? C'est sûr que c'est un vieux réseau, c'est une vieille pratique. Mais en fait, ça veut dire que ça continue et que ça s'intensifie. Comment vous avez découvert cette situation? Quels sont ceux-là qui s'en plaignent actuellement? J'ai découvert ce scandale à partir de 2015. Il y a plein de mes amis qui ont été enrôlés frauduleusement à la fonction publique monnayant une somme d'argent qui s'élève de 15 millions à 17 millions. Et ce qui se passe au sein de ces scandales, c'est qu'à chaque 6 mois, les partis au pouvoir ont le droit, suite à une cagnotte qui a été offerte par le gouvernement en place pour récompenser les militants. Vous comprenez? Si par exemple vous êtes membre du bureau politique national, vous avez le droit d'avoir 2 matricules pour vos enfants sous forme de récompense, en contrepartie d'un concours officiel. C'est ce qui a été le cas de Makanera, parce qu'il a été enrôlé et engagé le même jour que sa fille, qui est actuellement au compte du ministère de Papakoli. Comme DAF. Comme DAF. Vous comprenez? Donc à chaque 6 mois, le nombre est de 300 à 1500 matricules qui sortent effectivement pour être offertes mises dans les mains des membres du bureau politique national du RPG. Le scandale se trouve à 3 niveaux. À partir du gouvernement d'abord, le ministère de la fonction publique, les partis et les clients dans nos sociétés qui n'ont pas quand même par exemple... Avec ceux qui veulent être fonctionnaires? Oui, ceux qui veulent être fonctionnaires, monnayant une somme d'argent. Les partis, les membres du parti, une fois qu'ils ont ces matricules, parce que vous pouvez voir par exemple quelqu'un qui a emmagasiné ces matricules jusqu'à 10 matricules qui peuvent être à la portée d'une personne comme ça. Qui peuvent être à la portée d'une personne. Par exemple, il prend un salaire au ministère des Affaires étrangères, prend un salaire au ministère du Budget, prend un salaire au ministère des Finances, etc. etc. Lui seul peut gagner 15 millions par mois. Ça, c'est extrêmement dangereux pour un pays. Parce que la déontologie administrative dit quoi? Il faut qu'un matricule n'est donné officiellement qu'à partir d'une suite d'un concours officiel où la promotion de l'excellence est primé. Mais aujourd'hui en Guinée, on tient compte d'une pyramide renversée. Et ceux qui sont à la tête du pays font du clientélisme, du népotisme une source de revenus. À partir de ce concours qui ne voit pas le jour, ils peuvent donner le matricule à un gars qui est couché au village là-bas, qui n'a même pas un diplôme de bac ou bien de brevet, pour qu'il puisse au moins être dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est toute une dépense pour le gouvernement guinéen, parce que le revenu est faible.
un menuisier qui se trouve, un agriculteur qui se trouve à Kouroussa ou bien à Kéouane. Donc actuellement, c'est quoi l'actualité liée à ce réseau? Comme je l'ai dit, c'est un réseau, c'est une pratique qui peut être assez vieille. Maintenant, combien en ce moment on demanderait aux gens qui veulent payer de l'argent et accéder à la fonction publique? Et est-ce qu'il y en a ceux-là qui ont passé des concours, malheureusement, qui voient que eux, ils ont bien passé le concours, mais on ne leur affecte pas de matricule. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont venus après eux, tout simplement, qui ont accédé à la fonction publique parce qu'ils ont acheté de l'argent. Est-ce qu'il y a ces cas comme ça où Absolument, il y a des cas comme ça. À l'attente de leur matricule après avoir passé le concours, mais qui n'ont pas de matricule? D'abord, on paye combien? De 15 millions à 17 millions. De 15 à 17 millions. Quand tu payes les 15 à 17 millions, tu as le droit à une matricule. Tu vas payer 6 mois de ton salaire, la moitié de 6 mois de ton premier salaire, au gars qui a fait cette démarche-là. C'est-à-dire, lui, il verse cette somme-là, c'est les 15 millions, au gars qui gère les matricules. En contrepartie, les 6 mois qu'il lui récupère en tant qu'intermédiaire ou bien, est-ce que je veux dire ça? Démarcheur. Lui, il récupère les 6 mois de salaire en avance. Là, une fois que tu as payé, rempli ces 6 mois de salaire en avance, tu as ton matricule, là, c'est pour toi. Bien. Tu peux te coucher à la maison, comme le fait les ministres qui ont pu engager leurs enfants, les petits-enfants, qui se trouvent au Canada là-bas. Ils peuvent indexer directement ce que Kourouma. Tu peux indexer l'actuel ministre de la fonction publique qui a engagé sa fille. Ça, c'est clairement précis. Bien. Tu peux indexer, pour illustrer mes propos, il y a plus de 300 fonctionnaires qui ont été engagés récemment au ministère des hydrocarbures. On ne trouvera que des noms Koulibaly, des Kourouma. Oui, parce que le ministère des hydrocarbures a été donc, on va dire, prévu par un décret récemment. Oui. Donc, c'est une direction qui a été élevée au rang de ministère. Oui. Donc, le ministre devait meubler ce département ministériel. Donc, vous dites qu'il y a eu 300 personnes recrutées. Absolument. Mais pas sur la base d'un concours. Pas sur la base d'un concours. On a pris des parents au village qui ne savaient même pas. Des matricules aussi. Absolument. Donc, on va parler de ça sans doute demain, et je pense que c'était largement pour annoncer les couleurs de ce sujet qui sent du scandale, la vente des matricules à des gens qui malheureusement n'ont pas passé de concours, à la place de ceux bien sûr qui méritent aller à la fonction publique et malheureusement qui chôment et qui sont dans les rues de Conakry et de Kaloum. On va revenir là-dessus demain, Inch'Allah. Merci Keita. Merci pour l'invitation. Voilà, à vous, merci de votre attention, chers téléspectateurs. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.